le test. Ah, Alors, l'évaluation? oui, oui. Parce que moi, j'ai un problème. Je ne vois pas son évaluation, en fait. Si je vous partage mon écran, vous allez voir, je suis un peu surpris de ce problème, en fait. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Tu vois, normalement, c'est ça. Vous voyez ici, si tu avais rendu, j'allais avoir ici le nombre de remis. Mais là, j'ai 0 remis. Or, apparemment, tu dis que tu as remis. Je vois ici 2 attribués, tu vois. Si on regarde bien les 2 attribués, mais je vois 0. Bien, qu'est-ce que je dois faire? Je fais ça. C'est bizarre. Tu as eu une note? Il t'a donné une note? Oui, ils m'ont donné une note. Ils ont, disons, j'ai terminé le test parce que c'était même d'ailleurs une remarque du questionnaire. Ça ne s'arrêtait pas. Donc, j'ai fait 4h25 minutes de test et je n'ai pas pris de pause. J'ai pris des pauses, mais j'allais avec la machine partout parce que je me disais, ah, il faut gagner du temps. Je ne savais pas si ça allait s'arrêter à la fin. Et il n'y avait pas le temps de pause, c'est-à-dire le temps où le chrono s'arrête. Donc, je prenais des pauses comme ça en continu et tout. Et oui, c'est ça. J'ai une autre. Je peux partager mon formulaire. Je l'ai quand Oui, même. oui. Attends, j'arrête. Oui, vas-y. Ça, c'était... OK. C'est ça? OK. OK. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je vais glisser par ici. Bon, ça affiche un truc comme ça, Find Printer. Je ne sais pas si je dois te donner le code là pour que tu l'insères quelque part pour avoir le questionnaire. Qu'est-ce qu'il écrit ici en bas? This field is not need to be. OK. Même si tu me donnes le code, je ne sais pas où le mettre en fait. Et attends, je vais essayer pour voir. Ok, attends, voilà. Ou bien, est-ce que si je pars dans le questionnaire, est-ce que je vais le voir? Attends. Je vais aller sur mon drive. Alors, il y a 2 types de timers qu'on peut mettre. Il y a un timer qui arrête le test lorsque le temps est épuisé. Et puis, il y a un timer qui est juste là pour te rappeler que fais attention. Tu es en train de... Donc, j'ai préféré choisir celui-là. Donc, c'est pourquoi c'est normal que ça continue. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, deuxième chose, les timers que j'ai vus là, il n'y a pas de possibilité de mettre un temps de pause. Mais il faut juste partir du principe qu'après 60 questions répondues, tu dois prendre une pause de 10 minutes et tu ne dois plus revenir en arrière sur les 60 questions que tu as déjà répondues. Si vous essayez d'appliquer ce principe-là à chaque fois que vous faites des évaluations, ça va vous mettre un peu dans le même environnement que l'examen réel. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut juste gérer ça. Ok. Mais aussi, il n'y avait pas de numéro de question. C'était un peu... Non, il n'y a pas de numéro. À l'examen, il n'y a pas de numéro de question. Ok, mais dans ce cas-ci, comment on saura qu'on on atteint 60 questions? Je ne sais pas, moi. Oui, oui, c'est peut-être ça. Tu fais, regarde, il faut compter 1 minute 20 secondes par question. Tu comprends? Donc, normalement, si tu fais 1,2 fois 60 questions, normalement, au bout de 72 minutes, il faut que tu prennes une pause. Donc, 72 minutes, ça te fait à peu près 1h12. Donc, après 1h12, tu peux arrêter, tu prends la pause de 10 minutes et puis tu reviens, quoi. Ah, OK, c'est ici que je vois les réponses.
OK. Ah, tu as compris? Oui, oui. En fait, il ne me met pas les réponses sur Classroom, mais les réponses sont sur le questionnaire, quoi. Donc, il faut que je reparte dans le questionnaire pour pouvoir voir vos réponses. Faut arrêter. OK, voilà. OK, je vois. Tu as obtenu 116 points sur 185. Donc, ça fait combien? Ça fait en pourcentage? Tu as obtenu 62,7%. 62,7%. Bon. Bon, c'est un bon début, mais il y a, il y a peut-être des petites choses qu'il faut revoir. Mais dans l'ensemble, comment tu as trouvé difficile ou bien abordable? Euh, Moi, les questions de calcul, là, Mhm. je mettais des trucs au hasard. J'étais pas... Ah, Même le OK. c'est-à-dire que j'ai raté la question du départ de... C'était quoi? Les canaux de communication, ça m'a vraiment étonnée. Pourtant, c'est ça que j'ai bien calculé là. Mhm. Donc, j'ai bâclé les questions les calculs. Mhm. Euh, j'ai constaté qu'on doit maîtriser en fait chaque, disons, les processus avec les données d'entrée, outils pour chaque Non, processus. ça Ça, c'est juste... non, non. Pour l'examen, non. Non, non. Ça c'était juste... tu sais, comme on est dans une logique de, de révision, donc je vous ai mis des questions où il faut se rappeler quel est le processus, mais... Et même ça, tu ne dois pas faire du recall. Tu dois plutôt raisonner. Tu dois avoir une logique. Voilà, c'est pour voir si tu comprends le processus. Parce que si tu comprends un processus, tu es capable de deviner l'input. Quand tu vois la liste, tu es capable de dire non, ça c'est l'input qui va le mieux avec ce process. Voilà. Mais tu n'auras pas beaucoup de questions où on te dit quelle est donnée d'entrée de ceci, quelle est donnée de sortie de cela. Non, c'est pas ça connaître les processus. Mais bon, on va y revenir. ok. Mais que ça ne t'inquiète pas. C'est juste pour te dire que si tu as raté ce type de questions, ça ne doit pas t'inquiéter. Voilà. Mais aussi, la logique que tu dois avoir, c'est quoi? Si tu comprends un processus, tu comprends normalement qu'est-ce qui peut être donné d'entrée, qu'est-ce qui peut être outillé, qu'est-ce qui peut être donné de sortie. Mais les éléments sur lesquels on vous teste sur les processus, c'est est-ce que tu maîtrises, par exemple, l'estimation par analogie, est-ce que tu maîtrises l'estimation ascendante, ainsi de suite. C'est un peu comme ça que vous êtes testé. Mais bon, OK, à part ça, Il y avait une question là qui bloquait. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je, Genre, je suis sûre que c'était la bonne réponse et ça me mhm, bloquait. Ça me disait retour, vous n'avez pas terminé de répondre. Pourtant, j'ai coché et ça me mhm, disait, vous n'avez pas terminé de répondre. Quand je remontais, je cochais autre chose, c'est-à-dire la réponse mhm, que moi, je considérais fausse. Quand mhm, j'ai coché, après, je suis allée dans la fin du questionnaire et puis ça passait. J'ai pas mhm. compris. Je peux ressortir la question. Je vois ça. Ah, Karine n'a pas passé l'examen. Ça, c'est la triche, non? Ou bien. Non, vous avez jusqu'au lundi, jusqu'au Ok. dimanche, jusqu'au dimanche. Euh, C'était quelle question là? Je vais noter quelques. Les outils modernes. Ah, je pense que c'était. Ou bien. Tout ce qui fait partie tout ce qui suit fait partie des compétences interpersonnelles Mhm, et d'équipe. mhm. Et puis, il y a un sauf ou bien? Non, il n'y a pas de sauf. OK. Il y a journal des hypothèses, gestion des réunions, et moi j'ai coché gestion des réunions, gestion des conflits, facilitation. Moi j'ai coché gestion des conflits. Et Oui, oui, c'est vrai. On dit tout ce qui suit fait partie des compétences interpersonnelles et d'équipe. Je pense qu'en fait, il manque un sauf, tu ok. vois? Oui, Mhm. oui. Il manque un sauf parce que je t'explique. La facilitation, c'est une compétence interpersonnelle.
et de gestion d'équipe. Tu vois un peu. Donc, Ce sont des conflits aussi pareils. oui. Réunion, donc c'est sauf le journal des hypothèses. Oui. Il faut C'est que ça je qui- revoie cette question, ouais. Mhm. Je dois la revoir. Parce que la bonne réponse est le journal des hypothèses. Et tu vois bien que le journal des hypothèses, il est différent des 3 que tu as là. Oui, c'est ça. Mhm. Ok. Bon, je pense que c'était ça. C'était ça, ok. Mais déjà, gestion du temps, tu dis que tu as fait ça en 4h25. Oui, 4h25. Donc, faut que tu fasses tout pour rester dans l'intervalle parce que l'examen, c'est 270 minutes. 270 minutes officiellement. Si tu divises par 60, ça te fait 4 heures et 4 heures et 0,5, ça fait combien de minutes? Ça te fait 30. Alors, bon, normalement, dans les 270 minutes, il y a le temps des pauses à l'intérieur. Tu comprends un peu? Voilà. Ah, Donc, non. faites, oui, Ok. Donc, il y a faut- les 10 minutes dans les... Ok. ouais. En fait, il faut tout faire pour rester. Ça, déjà, je vous dis, il faut travailler la gestion du temps. Ça, c'est le premier truc qu'il faut tout Ok, je vais faire. dire à Karine d'activer son son. Il faut tout faire pour que tu puisses tenir dans le temps. Ça, c'est primordial. Voilà. Mhm. Maintenant, après, tu peux espérer. Mais déjà, quand tu ne finis pas dans la limite du temps, ça, c'est crucial. Mais bon, ça, c'est déjà un Je- À 4 premier heures, entraînement. à 4 heures, il me restait environ 5 questions. OK, J'ai pas, 5 questions que j'ai pas touchées. Et les OK, questions bâclées des calculs que j'ai cochés comme ça au hasard pour... Je me suis dit, ah, je vais revenir après faire les calculs, mais j'avais plus le temps. Donc, il me restait environ 5 questions. Je pense, moi, je peux dire mon niveau, c'est peut-être 110 par là. Les 5 points là, c'est dans les 25 minutes que j'ai pu en tête. OK. C'est pas encore ça. Non, c'est déjà bien. Maintenant, quand tu essaies de revoir ton questionnaire, les questions que tu as ratées ou même que tu as trouvées, s'il y a des choses que tu penses que tu n'as pas maîtrisées, parce que c'est aussi, on pourra pas revoir toutes les 180 questions, mais ce que vous pouvez faire, c'est de voir là où vous pensez qu'il y a peut-être des notions qui n'ont pas été comprises ou bien que vous voulez qu'on revienne dessus. Comme ça, on essaie de voir. Ok. Peut-être quand Karine aura terminé les questions de calcul et tout ça, moi, OK, il n'y a pas de souci. ça me Il n'y a pas de dérange. souci. On peut revenir dessus, mais c'est vraiment pas un gros problème, ça, les questions de calcul. Parce Ok. que PMI sait que l'examen PMP, c'est pas pour les mathématiciens. Donc, les questions de calcul ne sont pas les questions. Tu vas en avoir peut-être une ou deux ou trois. Voilà. Et même à la limite, c'est pas parfois de calculer, mais c'est d'interpréter. Donc, c'est pourquoi je dis ça. Vraiment, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Mais on va regarder. OK. Je pense que c'est bon. Donc, Karine, le test, normalement, va se fermer dimanche, hein. Donc, il faut que tu puisses le faire avant qu'il ne se ferme. On t'entend pas? Je sais pas si tu es en train de parler. Non, on t'entend toujours pas. C'est le micro. Je sais pas, son micro ne... Là, c'est bizarre. Peut-être essaie de te déconnecter et tu te reconnectes pour voir. Alors, Patrice, tu as commencé à lire le support de cette semaine? Oui,
Oui, j'ai lu. Ok, super. Planification, première partie. Donc, il y a une Oui. partie 2. Oui, il y a une partie 2. Ok. Il y a une partie 2 parce que tu sais, il y a 24 processus dans la planification. Donc, nous devons parcourir tous ces 24 processus. Ok. Je pense même peut-être qu'il aurait même fallu le faire en 3 parce que je vois que la première partie là a quand même jusqu'à 200 et poussières de diapos. Je sais pas. Donc, souvent, j'ai envie de m'arrêter à 150. Ouais. J'ai commencé à lire le PMBOK depuis le début. Je ne sais pas si c'est aussi une bonne technique à côté de ce qu'on fait ici. Il n'y a pas de problème. Ok. Pas de problème. De toutes les façons, tout ce que tu retrouves, moi, ce que je t'aurais demandé de lire en parallèle, c'est peut-être de lire le RITA. Le RITA, mais je ne sais pas si vous l'avez. C'est ça qu'il faut peut-être lire en parallèle. Alors, je vais partager mon écran. C'est ça, en fait, qu'on appelle le RITA. Tu vois? Ok. Oui, Ouais, moi, je n'ai pas. oui. Alors, ça, c'est l'édition 10. Mais normalement, il y a une 11e édition. Il y a une 11e édition. Mais bon, je vous ai dit, ce qu'il faut juste faire, il faut bien lire mes présentations, c'est tout. Lisez bien mes présentations, faites les exercices, le reste. Parce qu'il faut éviter de trop vous surcharger avec les ressources. Donc, Est-ce que vous m'entendez maintenant? oui, là, maintenant, c'est bon. Ok. Là, maintenant, c'est parfait. Et il faut qu'on lise le RITA aussi? Non, non. Elle disait qu'elle est en train de lire le RITA. Elle disait qu'elle est en train de lire le PMBOK. Je lui disais que bon, à la place, si elle veut lire une ressource additionnelle, en plus de mes slides, je préfère plus qu'elle lise le RITA que de lire le PMBOK parce que tout ce que vous allez trouver dans mes slides, c'est déjà, voilà, c'est le PMBOK. Je reprends beaucoup de choses du PMBOK et aussi du RITA. Voilà, c'est un mix de tout ça qui me permet de préparer les présentations. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez peut-être prendre quelque chose en plus, prenez le PMI Study Hall, le PMI. Je pense que ce sera intéressant pour vous. OK. On Le va RITA, essayer. moi, je ne l'ai pas, Oui, vous pouvez m'envoyer le RITA 10. oui, je t'envoie ça, mais c'est plus le RITA qui est en vigueur. Attends, je vais te montrer le RITA qui est en vigueur. C'est le RITA 11. RMC. Attendez, je vous montre ça. C'est plus le RITA 10, il n'est plus en vigueur en fait. Ok. Donc, si vous allez sur le site, donc ça, c'est le site de RMC, c'est eux qui font le RITA. Donc, si vous allez ici dans PMP Exam Prep, normalement, vous allez voir le fameux RITA 11. Voilà, il est là. Vous voyez, c'est 11 Edition. Ok. 11 Edition. C'est lui qui est normalement en vigueur. Voilà. C'est combien? Alors, ils te le vendent à $79. Ah. Mhm. Ils ne vendent pas la version électronique, hein, c'est la version papier. Ah, je voulais dire, on peut cotiser. Karine et moi, et puis on prend ça à deux, on se partage, mais comme Non, c'est. ils ne Voilà. vendent pas la... Ah oui, oui, attends, oui, oui. Je pense qu'ils vendent oui, je pense qu'ils ont commencé à vendre une version électronique, oui. Oui, oui, Ah, oui, si oui. c'est ça, on peut partager ça, hein, je suis Oui, d'accord. c'est ça. Voici ça, oui, oui, c'est ça. C'est à $59, le Cloud Edition, c'est ça. Oui, oui. Je pense qu'ils ont... C'est ça ici, voilà. C'est le Cloud Edition. 6 Donc, tu mois, ça veut dire quoi? souscris. Ça veut dire qu'on a accès seulement pour 6 mois, c'est ça? Oui, oui. Tu en as accès pour 6 mois. Après 6 mois, tu n'as plus accès. Mais je pense que comme c'est dans le cloud, il faut les accès. Ça veut dire
Si moi, je ne suis pas sûre que sauf si je partage mes accès avec. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, les accès, vous allez partager les accès. Vous faites ça avec je sais pas moi, un truc standard, quoi. Maintenant, la question, c'est est-ce que plusieurs connexions simultanées sont possibles? Je ne sais pas. Non, je pense que parfois, oui, parfois, non. Mais aussi, Et tu vois, ça, c'est vraiment une nouveauté. Bon, je vous laisse voir, hein. français, Tu dis? la version en français. Non, ils n'ont pas de version en français. Oh. C'est uniquement en anglais. Ils ont essayé de faire la version en français avec l'édition 8, mais c'était une catastrophe. Donc, ils ont abandonné. Mais je peux vous donner la version en français, hein, la version 8, que vous pouvez lire aussi, mais tout en sachant que certains processus ont été enlevés, d'autres ont été... Je vous donne ça. C'est pas mauvais. Tu as dit que c'est une catastrophe. Pourquoi tu nous donnes ça? C'était pas bien traduit. Mais ça peut vous aider, on ne sait jamais. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous lisez tout en sachant qu'il faut faire attention. C'est tout. Donc, je vous montre cette version-là, à quoi elle ressemblait. C'était pas une bonne traduction, mais bon, si tu lis, tu peux faire la part des choses. C'est ça? Vous voyez? Non, j'ai encore la version en anglais. Attendez, Rita. Français. Voilà, j'ai ça, le Rita en français. Voilà. Voilà, c'est ça. Je vais vous envoyer ça, comme ça. De temps en temps, si vous voulez jeter un coup d'œil, je sais pas. Vous voyez, c'est ça qu'ils ont fait. La préparation à l'examen PMP, voilà, 8e édition. Voilà. Mais après ça, ils ont arrêté carrément. Le rendu était très mauvais. Je pense qu'ils ont traduit ça avec Google Translate. Ils n'ont pas relu. Tu vois, par exemple, chapitre 1, Trick of the Trade pour la préparation de l'examen. Cadre de gestion de projet, processus de gestion de projet, gestion de l'intégration, gestion du temps, gestion des coûts, gestion de la qualité, gestion des ressources humaines. Donc, vous voyez ici, comme à l'époque, c'était le PMBOK 5. Donc, on parlait de ressources humaines au lieu de parler de RITA tout court, de ressources tout court, gestion de la communication, gestion des approvisionnements, gestion des parties prenantes. Voilà. Mais comme je vous dis, faites attention, ne vous submergez pas de ressources. Prenez le temps de bien lire. Si vous lisez bien mes présentations, honnêtement, en fait, vous vous entraînez beaucoup. Le reste, vous avez quasiment tout ce qu'il faut, hein. Tout ce qu'il faut. Je mettrai ça sur la plateforme, à vous de voir. Je vais mettre le RITA 8 qui est en français et je vous mettrai le RITA 10 qui est en anglais. Et puis voilà, de temps en temps, vous pouvez jeter un coup d'œil. Voilà. C'est à vous de voir. OK, revenons donc à notre session de cette semaine. Donc cette semaine, nous allons travailler la planification, les processus de la planification. Alors, je commence par vous rappeler, faites attention, 50% de l'examen PMP, c'est la maîtrise des processus. Il faut connaître les processus du bout des doigts. Quand je dis connaître les processus du bout des doigts, ça ne veut pas dire qu'il faut mémoriser les inputs. Non, 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 non. Ça veut dire qu'il faut connaître en quoi consiste un processus, quel est l'intérêt de faire ce processus, à quelle fréquence on fait ce processus dans le projet, à quoi le processus va aboutir et certains outils clés de ce processus parce que chaque processus a des outils qui sont clés et vous pouvez avoir des questions sur ces outils-là. Voilà. Donc, c'est ça. Et si vous regardez bien, nous avons déjà couvert
la charte de projet qui était dans l'intégration, parce qu'on a couvert 7 processus. Ce sont les 7 processus qui étaient dans l'intégration. Donc, c'est lesquels? C'est élaborer la charte de projet. Donc, c'est un processus de l'intégration, du démarrage, mais qui appartient au domaine de connaissance de l'intégration. Ensuite, vous avez élaboré le plan de gestion de projet, diriger et gérer le travail du projet, maîtriser le travail du projet, maîtriser les changements, clore le projet ou la phase, et puis j'ai oublié gérer les connaissances. Donc, vous avez 7 processus qui sont déjà couverts. Alors, dans la planification, nous allons étudier 24 processus et c'est clair qu'on va revenir sur les processus de l'intégration qui appartiennent à la planification. Pourquoi je l'avais sorti en fait? Parce que l'intégration, c'est une compétence particulière qu'on vous demande d'avoir. C'est cette capacité à pouvoir coordonner le projet. Et ce sont ces 7 processus-là qui font donc l'intégration et qui font la coordination du projet. Alors, par exemple, quand on vous dit élaborer la charte du projet, normalement, ce processus, vous devez le connaître. Le connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire en quoi consiste une charte de projet? Qu'est-ce qu'on retrouve dans une charte de projet? Quelle est la finalité d'une charte de projet? Quel est le problème si on n'a pas de charte de projet, par exemple? Vous voyez? Parce que s'il n'y a pas de charte de projet dans un projet, ça peut exposer le projet à des problèmes. Vous voyez un peu? Par exemple, nous savons tous que la charte de projet permet au chef de projet d'avoir l'autorité sur les ressources de l'organisation pour pouvoir gérer le projet. Est-ce que tu le vois bloqué aussi? Figé aussi? Patrice? Tu dis? Est-ce que tu vois André figé aussi? Oui, je le vois figé. Ok, parce que je ne l'entends plus. Ok, on va attendre qu'il se reconnecte alors. Excusez-moi. Ma connexion, elle est partie là. Donc, je disais que par exemple, dans une question, si le chef de projet a du mal à obtenir les ressources dont il a besoin pour le projet, on va vous dire qu'est-ce qui peut être la cause de ce problème? Et on va vous proposer des options. Normalement, pour quelqu'un qui comprend bien l'utilité de la charte de projet, il va se rendre compte que non, comme il n'y a pas de charte de projet, le chef de projet a du mal donc à obtenir les ressources qui sont nécessaires pour qu'il puisse gérer le projet. Comprenez? Deuxième processus, le plan de gestion, élaborer le plan de gestion de projet. Alors, le plan de gestion de projet, c'est un document qui explique comment le projet sera mené de bout en bout. Comment est-ce qu'on va surveiller et maîtriser le projet? Comment est-ce qu'on va clôturer le projet? Donc, tout ce qu'on fait dans un projet, normalement, on le fait conformément à ce qui est dans le plan de gestion de projet. Et c'est pourquoi on peut dire que le plan de gestion de projet, c'est un peu comme la boussole qui va vous guider tout au long de votre projet. Alors maintenant, c'est quoi un plan de gestion de projet? C'est un document qui est transversal. C'est un document qui est composite. C'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs choses qu'on va mettre ensemble et c'est ça qui va former le plan de gestion de projet. Donc, un élément fondamental que vous allez avoir dans le plan de gestion de projet, ce sont les plans subsidiaires. Donc, ce sont des plans qui concernent des domaines particuliers du projet. Je prends un cas simple, la communication. Donc, tout ce que vous prévoyez de faire du point de vue de la communication, c'est dans votre plan de gestion des communications. Tout ce que vous prévoyez de faire par rapport aux risques, c'est dans votre plan de gestion des risques. Tout ce que vous prévoyez de faire par rapport aux parties prenantes, c'est dans votre plan de gestion des parties prenantes. Donc, on prend tous les plans subsidiaires et on va les mettre ensemble quelque part dans le plan de gestion du projet. Deuxième composant du plan de gestion de projet, ce sont les références de base. Les références de base du périmètre, références de base de l'échéancier, références de base des coûts du projet.
Alors, on a déjà expliqué un peu à quoi ça sert les références de base. Les références de base servent à quoi? À quoi servent les références de base? Quelle est leur utilité? Ça permet c'est un peu la ligne de conduite qu'on doit avoir pendant le projet par rapport au périmètre, par rapport à l'échéancier et par rapport au coût. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du coût, tous les coûts qui ont été définis, qui ont été validés pour le projet, ça nous sert de référence de base. C'est ça qui nous permet pendant l'évolution de savoir si on est aligné avec ce qu'on avait défini au départ. Pour moi, je pense que c'est des éléments qui permettent de calibrer en fait disons, les exigences du projet et voir aussi tout au long si on respecte, si on rentre vraiment dans, disons, ce qui était prévu au départ. C'est excellent ce que vous avez défini. C'est très bien. On sent que vous avez compris ce que c'est, mais vous n'avez pas utilisé les mots qui sont adéquats. C'est-à-dire que si quelqu'un vous entend parler de la référence de base et que vous avez fait PMP, il y a des mots qui ne sortent pas et donc c'est pas bon. La référence de base permet de mesurer les performances du projet. Vous avez dit ça hein, d'une certaine manière, mais vous n'avez pas utilisé la terminologie. Parce que c'est ça, on fait les références de base. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous permet de mesurer les performances du projet après. Si tu dis que les performances ne sont pas bonnes, par rapport à quoi tu dis cela? Tu dis cela parce que les données que tu observes sont décalées par rapport à ce qui est dans la référence de base. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, la référence de base, c'est quoi? C'est un résultat de la planification qui est validé et qui sert à mesurer les performances du projet. C'est ça la référence de base. Pour Oui. continuer un peu ce que tu disais, et les données de performance, les rapports de performance, c'est directement lié aux références de base ou c'est d'autres éléments qui permettent aussi de mesurer la performance? OK, c'est une bonne question. Les données de la performance d'exécution, ce sont des inputs que nous allons analyser pour comprendre les performances. Je te donne un exemple. Quand tu veux mesurer si un projet est en avance ou en retard, tu as besoin de données pour calculer les indicateurs de performance, les KPI. Les données dont tu auras besoin, c'est quoi? C'est par exemple, quel est le taux d'exécution du projet à l'heure où nous sommes? Qu'est-ce qu'on a dépensé, tu vois? C'est ça qu'on appelle les données de la performance d'exécution. Ces données doivent être traitées pour devenir ce qu'on appelle les informations de la performance d'exécution. Et ces informations de la performance d'exécution sont mises dans les rapports pour pouvoir communiquer avec les parties prenantes du projet. Donc, je reprends. Les données de la performance d'exécution, ce sont des inputs qui permettent de mesurer la performance. Mais ces inputs-là doivent être traités et comparés avec les références de base. Parce que tu prends les données, tu les compares avec les références de base. Tu comprends un peu? OK. Voilà. Par exemple, si tu dis que, par exemple, valeur planifiée, 40%, c'est la valeur planifiée. Maintenant, quelle est la valeur qu'on a réalisée? Si tu dis que c'est 45%, donc les 40%, ça c'est la référence de base. Les 45%, ça c'est les données de la performance d'exécution. Tu vois un peu? Je te donne un autre exemple. Tu dis par exemple que tu vas faire Montréal-Ottawa. Tu as planifié de le faire en 2 heures. Tu vois? Alors, ça, c'est ta référence de base. J'ai prévu de le faire en 2 heures. Maintenant, quand tu prends ta voiture, tu démarres, tu vas faire le trajet, n'est-ce pas? Et tu vas arriver à Ottawa. Maintenant, quand tu arrives à Ottawa, le temps que tu as réellement mis pour arriver à Ottawa, on l'appelle quoi? On l'appelle données de la performance d'exécution. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas comparer cette donnée de la performance d'exécution avec la référence de base qui était combien? Qui était 2 heures. Maintenant, si toi, tu as fait 1h30, on dira que tu es en avance. Mais si tu as fait 2h10, on dira que tu es en retard. Maintenant, dans mon exemple, il ne faut pas attendre d'être à Ottawa pour mesurer la performance. Pourquoi? Parce que sinon, ce sera le médecin après la mort. Donc, voilà. Normalement, tu dois dire quoi? Je prévois de faire
Montréal-Ottawa en 2 heures. Mais de Montréal, par exemple, à tel endroit, moi, je ne connais pas trop les villes qu'il y a entre les deux. Tu peux, par exemple, dire, pour arriver à Ottawa, par exemple, la première ville, je dois y être 40 minutes après mon départ. Tu vois un peu? Donc, normalement, quand tu arrives à la première ville, ton chrono que tu as obtenu là, c'est ça qu'on appelle la donnée et que tu compares avec le reste. Si tu avais prévu d'être dans cette ville 40 minutes après et que tu es là 50 minutes après, qu'est-ce que tu vas te dire? Je suis en retard. Donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire maintenant de la ville où tu es pour arriver à Ottawa? Rouler plus vite pour rattraper le temps perdu. Voilà. Donc, tu vas chercher à rattraper le retard. Donc, en gestion de projet, il y a 2 façons de rattraper le retard, le crashing et le fast-tracking. Donc, soit tu dois fast-tracker, soit tu dois crasher ton projet pour pouvoir rattraper le retard. Donc, c'est un peu ça la logique. Maintenant, ces informations sur la performance-là, quand tu dis je suis en retard, je suis en avance, tu dois consigner ça dans un rapport. C'est ce qu'on appelle le Work Performance Report ou bien les rapports sur la performance d'exécution. Et ces rapports-là sont maintenant partagés avec les parties prenantes du projet pour communiquer. Parce que n'oubliez pas que la finalité d'un rapport, c'est de pouvoir communiquer avec les parties prenantes du projet. Le chef de projet passe 90 à 95% de son temps à communiquer. Et comment il communique? Il communique avec les rapports, il communique avec les réunions. Donc, ce sont les principaux outils qu'il a à sa disposition pour pouvoir communiquer. Ensuite, le processus, diriger et gérer le travail du projet. Alors, tu as ton plan, n'est-ce pas? Le plan, ce n'est pas les livrables que le client attend. Tu as beau avoir ton plan bien fait, bien structuré, ce n'est pas ça que le client attend. Le client t'a demandé un site web. Maintenant, si toi, tu as un beau plan de gestion de projet pour faire ton site web, ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça que le client attend. Donc, la finalité d'un projet, c'est quoi? Ce n'est pas de créer un plan de gestion de projet. Le plan de gestion de projet est un moyen pour arriver à la finalité. Mais quelle est la finalité d'un projet? C'est de satisfaire les exigences des parties prenantes. C'est de créer de la valeur pour les parties prenantes. Et comment on crée de la valeur pour les parties prenantes? C'est avec les livrables du projet. Donc, pour créer ces livrables, qu'est-ce qu'il faut? Il faut exécuter les activités qui sont planifiées dans le plan de gestion de projet. Donc, diriger et gérer le travail du projet, ça consiste à mettre en œuvre ce qui est planifié dans notre plan de gestion de projet. Alors, et c'est pourquoi on vous dit, à ce moment-là, le chef de projet se contente de coordonner, il se contente de motiver son équipe. Parce qu'en réalité, ce sont les experts du domaine qui vont exécuter les éléments qui sont planifiés dans le plan de gestion de projet. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Par exemple, si on a dit que dans le plan de gestion de projet, on va écrire le code, ce n'est pas au chef de projet d'écrire le code. Ce sont les informaticiens qui vont écrire le code. Mais le chef de projet, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde, est-ce que son équipe travaille bien? Est-ce que son équipe rencontre des problèmes? Donc, il doit pouvoir répondre aux problèmes que rencontre son équipe. Est-ce qu'il y a des conflits éventuellement? Il doit pouvoir résoudre des conflits. C'est un peu ça le rôle du chef de projet quand on est dans l'exécution. Toujours dans l'exécution, vous avez géré les connaissances. Alors, il faut savoir qu'un projet crée des connaissances. Un projet aussi, on a besoin de connaissances pour pouvoir mieux le réaliser. Et donc, le processus gérer les connaissances consiste à créer un environnement dans lequel les gens sont à l'aise pour partager et acquérir les connaissances qu'il faut pour gérer le projet. Faites attention, ne confondez pas le processus gérer les connaissances avec le processus développer l'équipe. C'est 2 processus différents. Développer l'équipe consiste à développer les compétences des membres de l'équipe. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ici, quand je parle de gérer les connaissances, je parle plutôt de créer un environnement où les gens vont partager les connaissances. Et là, maintenant, vous avez 2 types de connaissances. Vous avez les connaissances explicites
et les connaissances tacites. Voilà, les connaissances explicites, c'est celles qui sont formalisées dans des manuels à l'intérieur de l'entreprise. Mais vous avez aussi des connaissances qui sont tacites, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément documentées, mais qui sont accessibles par les échanges, qui sont accessibles par un certain nombre d'activités que vous allez instaurer au sein de votre projet. Et c'est donc pourquoi, en tant que chef de projet, lorsque le projet est exécuté, n'hésitez pas à créer des activités telles que les exposés qui permettent aux gens de pouvoir partager des choses qu'ils savent. Par exemple, si tu es sur un projet qui porte sur une technologie qui est assez récente, ça peut être intéressant, par exemple, de créer des équipes où les gens vont travailler sur des thématiques bien particulières et venir exposer. Et ça joue positivement sur la capacité de l'équipe à pouvoir réaliser ce qu'elle veut faire. Donc, voilà les deux processus que vous allez avoir dans l'exécution. Donc, vous voyez, là, on avait élaborer la charte de projet qui était dans l'initialisation. On a développé le plan de gestion de projet qui est dans la planification, ça fait 2. Si tu prends les 2 de l'exécution, c'est-à-dire diriger, gérer le travail du projet et puis gérer les connaissances, ça te fait 4. Maintenant, on passe à la maîtrise. La maîtrise aussi a 2 processus. Le premier, c'est quoi? C'est maîtriser le travail du projet. Maîtriser le travail du projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut surveiller ce qui se fait pour s'assurer que c'est conforme avec ce qui était dans le plan de gestion de projet. Et maintenant, quand tu fais cela, tu vas pouvoir éventuellement détecter des écarts entre ce qui est fait et ce qui était planifié. Maintenant, ces écarts-là, il faut les corriger. Et ça va donner lieu à ce qu'on appelle les demandes de changement. Donc, c'est pourquoi tu as le processus qui se fait back-to-back, en fait. C'est-à-dire que le processus maîtrisé, le travail du projet va se faire back-to-back avec le processus maîtriser les changements. Parce que les changements sont très souvent la conséquence d'un écart qu'on a constaté, d'une action corrective, d'un écart qu'on a constaté entre le plan de gestion de projet et les données de la performance d'exécution. Donc, tu vois que là, tu as 6 processus. Maintenant, tu prends le dernier processus, c'est clore le projet ou la phase. Donc, clore le projet ou la phase consiste à mettre fin aux activités du projet ou de la phase. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments que tu dois faire dedans. Transférer le livrable au client, ça fait partie des éléments que tu fais pendant la clôture. Rédiger le rapport de clôture du projet, ça, c'est un élément que tu fais dans la clôture. Ensuite, tu archives les leçons apprises. Donc, les leçons apprises, ça va venir s'ajouter aux actifs organisationnels qui existaient déjà. Et c'est donc pourquoi vous allez voir que l'une des données de sortie du processus clôturé, le projet ou la phase, c'est quoi? C'est mettre à jour les actifs, c'est la mise à jour des actifs organisationnels. Parce qu'en réalité, quand tu rédiges ton rapport de clôture, il y a dedans des leçons apprises et ces leçons apprises vont s'ajouter à ce qui existe déjà dans l'entreprise et ça fait donc une mise à jour des actifs organisationnels. Donc, je pense que ces 7 processus-là, au moins, vous devez les maîtriser. Alors, je vais vous demander de faire un petit travail. Je vais vous demander de faire un petit travail. Qui connaît l'outil qu'on appelle Quizlet? Quizlet. Vous connaissez cet outil? Ça s'appelle Quizlet. On ne voit pas bien. Non. Non, je partage encore rien. J'ai juste posé une question. Est-ce que vous connaissez l'outil qui s'appelle Quizlet? Non. Non. OK. Alors, je vais vous le présenter rapidement et vous allez faire un petit travail parce que je veux que vous masterisiez les processus. C'est très important. J'avais une question pour toi, André. Oui, vas-y. J'ai remarqué que, en fait, lorsqu'il y a un document que tu nous avais partagé, je pense que c'était dans le module 2, le mappage des 49 processus. Oui. Où tu as les processus par groupe de processus et tu as les processus aussi par domaine de connaissances. Moi, je n'avais pas bûché, mais je m'étais mis une certaine chronologie en passant par groupe de processus. C'est-à-dire que dans ma logique à moi, je le traite en vertical. Mais j'ai remarqué que toi, tu es en train de traiter en horizontal, domaine de connaissances. C'est quoi la meilleure approche? Alors, normalement, il n'y a pas de meilleure approche, mais l'approche la plus
qui collent avec la réalité, c'est de les Mhm. prendre de façon verticale et non horizontale. Parce que quand tu gères un projet, tu ne gères pas un projet par domaine de connaissances. Tu gères un Exactement. projet par groupe de processus. Tu comprends un peu? C'est ce qu'on OK. appelle le cycle de vie de gestion du projet. Exactement. OK, Voilà. d'accord. Bon, alors. Là, je voulais montrer juste parce que j'avais fait l'intégration. Mais si tu regardes bien, tout ce que nous allons faire cette semaine, nous allons travailler sur la planification. Donc, nous allons avoir une lecture verticale et non horizontale. OK, Mhm. La d'accord. lecture horizontale, c'était juste pour sortir les 7 processus qui appartiennent à l'intégration parce qu'ils touchent à tout le projet. Donc, je vais Merci. vous montrer l'outil Quizlet. Je vais vous montrer son utilité. Vous voyez mon écran? Oui. OK. Alors, ça, c'est un outil qui est très, très utilisé par beaucoup de gens hein, dans le monde entier. Il permet vraiment de réviser de façon facile. Je vous donne un exemple. Hein. Je suis en train de faire réviser un enfant sur les verbes du premier groupe. Donc, j'ai créé un petit Quizlet. Voici comment ça se présente. Ce sont des cartes. Donc, quand je suis avec lui, je lui montre les cartes. Par exemple, je viens ici, je prends cette carte. Tu vois? En fait, le contexte, c'est quoi? C'est un enfant qui est anglophone. Donc, je dois lui apprendre à parler français. Tu vois? Et donc, je, je lui fais des... C'est lui-même qui fait le Quizlet. Parce que, je vous explique le principe. C'est l'étudiant lui-même qui doit faire son Quizlet. Par exemple, je lui ai dit, fais-moi un Quizlet avec 4 verbes du premier groupe. Alors, normalement, ça s'affiche comme ça. Tu vas travailler. Il doit me donner l'équivalent en anglais. Alors, l'équivalent en anglais, tu appuies dessus, tu vois, c'est to work. Tu vois. Deuxième, voyager, to travel. Manger, to eat. Exposer, to present. Voyez un peu. Alors, si tu ramènes ça nous dans notre contexte, voici par exemple un Quizlet qui a été fait pour l'examen PMI-SP. Donc, PMI-SP, c'est le scheduling. Donc, tu vois, là, tu as 610 cartes que l'étudiant a faites pendant qu'on était en train de préparer. Par exemple, ici, tu vois, la question s'affiche. What tools and techniques are used in the defined activity process? Par exemple, alors, quels sont les outils et techniques qui sont utilisés pour le processus définir les activités? Et donc, alors, donnez-moi des outils, définir les activités. On va en parler tout à l'heure. Si vous avez lu un peu, définir les activités, quels sont les outils? Bon, donnez-moi un seul outil que vous ne pouvez pas Décomposition. louper Expert. pour définir les activités. Jugement à titre d'expert. Je sais pas. Bon, ça pas celui-là. Pas celui-là. Est-ce qu'il n'y a pas la décomposition dedans? Non, non. Voilà, c'est ça, La décomposition. décomposition, hein. Voilà, c'est ça. Exactement. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On prend les lots de tâches qui sont dans la SVP et on les décompose. La Le jugement à décomposition. titre d'expert est là, c'est vrai. Tu vois un peu. Il n'est pas Parce que tout. ça, on sait que c'est dans tous les... C'est quand même dans tous les process. Tu n'as même pas besoin de... Voilà. Tu vois un peu? Donc, ça permet de réviser. Donc, ce que nous allons faire, je vais vous demander de faire des... Vous allez faire des Quizlets pour les 7 premiers processus dont on a parlé. Alors, comment vous allez les faire? Ce que je voudrais que vous fassiez, suivez s'il vous plaît. Vous prenez un processus, par exemple, élaborer la charte de projet. Première question, en quoi consiste le processus élaborer la charte de projet? Comme il a fait ici, regardez. Donc, vous posez la question comme ça. En quoi consiste le processus élaborer la charte de projet? Et vous mettez la réponse. Ça consiste à tac, 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 tac.
Deuxième question, toujours sur le processus. Vous allez choisir quels sont les outils principaux pour élaborer la charte de projet. Vous mettez. Et maintenant, troisième question, quelles sont les composantes d'une charte de projet? Vous faites ça pour les 7 premiers processus qu'on vient de voir. Tu as dit en quoi consiste le processus? Oui. Quels sont les principaux outils? Tu identifies ce que toi, tu penses être les principaux outils et quels sont les composants de la principale donnée de sortie. Parce que la principale donnée de sortie, si tu prends élaborer la charte de projet, la principale donnée de sortie, c'est élaborer, c'est la charte de projet. Donc, quels sont les composants d'une charte de projet? Justification du projet, les données, les parties prenantes, ainsi de suite. Voilà. Et comme ça, toi-même, ton Quizlet, chaque fois qu'on... Parce que vous savez, les Quizlets, on les utilise. On peut prendre 15 minutes. Par exemple, Patrice, tu affiches ton Quizlet, par exemple, et on joue là-dessus. Par exemple, on dit what tools and techniques, machin, on essaie de répondre et puis on affiche la réponse. Ensuite, deuxième, how does the project size affect? On fait ainsi de suite. Vous voyez un peu? Voilà. Est-ce que les données d'entrée ne sont pas importantes aussi? Les données d'entrée. Parce que là, on a les données de sortie. Si tu veux, c'est chacun. Voilà, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Okay. Tu peux faire ça. Tu vois, là, pendant nos séances, la personne a pu faire jusqu'à 610. Tu vois, 610. Maintenant, un truc très important quand vous faites des Quizlets, il ne faut pas en avoir beaucoup aussi. Parce que quand tu en as beaucoup, parce que l'idée, en fait, ce sont des choses que tu ne maîtrises pas et qui vont te permettre de pouvoir réviser facilement. Voilà. Essayez de faire ces Quizlets-là. Vous allez sur le site Quizlet, vous créez votre compte. Vous pouvez le jumeler avec votre compte Gmail et vous créez le Quizlet déjà, vous le nommez. Donc, vous allez le nommer PMP Exam Prep. Ce sera votre Quizlet. Et vous allez créer des cartes à l'intérieur de vos Quizlets. Voilà. Donc, ce sont des cartes qui permettent de pouvoir réviser. Donc, essayez de faire le jeu pour les 7 premiers processus dont on a parlé tout à l'heure. Vous allez voir que c'est assez ludique, mais ça permet vraiment de bien réviser aussi. Alors, revenons donc à... On va essayer de travailler donc sur notre... On va essayer de travailler sur notre document d'aujourd'hui. Attendez que j'essaie de l'ouvrir. Alors, vous avez lu déjà ou pas encore? Moi, j'ai lu. OK. That's great. Moi, j'ai lu une partie. OK. J'ai pas pu finir. OK. Alors, quelle est la bonne approche ici? Je vais essayer de faire une synthèse des principaux points. Et si vous avez des questions, donc, on va y répondre. Alors, premier élément dans cette présentation, c'est d'abord de parler de l'importance de la planification. Alors, l'idée ici, c'est de vous sensibiliser d'abord sur le fait que pour réussir un projet, il faut anticiper. Parce que la planification, c'est un exercice d'anticipation. C'est un exercice qui vous permet de pouvoir vous projeter dans le futur. Et donc, quand on se projette dans le futur, quel est l'avantage? L'avantage, c'est qu'on réduit les risques d'échec. Donc, le rôle de la planification dans un projet, c'est de pouvoir minimiser, c'est de pouvoir réduire les risques d'échec du projet. C'est pourquoi vous allez souvent entendre les gens dire ne pas planifier un projet, c'est planifier son échec. Hein, ne pas planifier un projet, c'est de planifier son échec. C'est-à-dire que si tu ne fais pas le travail de planification dans ton projet, ça veut dire que tu augmentes les chances d'échec de ton projet. Alors, quel est le résultat de la planification? Le résultat de la planification,
c'est le plan de gestion de projet dont on a parlé tout à l'heure. Comprenez? C'est ça. Et selon l'approche de gestion de projet que vous allez utiliser, ce plan peut être détaillé ou peu détaillé. Si vous êtes dans une logique waterfall, c'est un plan qui va être très détaillé. Mais si vous êtes dans une logique agile, ça va être un plan qui est peu détaillé. Parce qu'en réalité, la logique de planification agile repose sur le rolling wave planning, la planification par vague. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer le concept de planification par vague? Mettez aussi ça dans votre Quizlet, planification par vague. Vous mettez qu'est-ce que la planification par vague? C'est quoi la planification par vague? C'est le fait de faire une planification à haut niveau par rapport au projet. Et au fur et à mesure qu'on arrive maintenant à l'étape où on a besoin de ce lot, on fait maintenant une planification détaillée par rapport au lot sur lequel on veut travailler. OK. Je ne sais pas si j'ai utilisé les bons mots. Je dois commencer à utiliser les mots des gestionnaires de projet. L'état d'esprit est là, hein? La logique est là. Et toi, Patrice, planification par vague? Moi, je vois ça comme une planification étape par étape. C'est-à-dire, c'est au fur et à mesure qu'on avance, qu'on essaye de replanifier les choses, un peu comme le waterfall. On essaye de, au fur et à mesure, de façon un peu cadencée, on planifie disons, le projet étape par étape. OK. Alors, j'ai l'impression que vous comprenez bien, mais après, c'est peut-être le rendu. Alors, la planification par vague, c'est une planification qui repose sur le principe suivant. Les phases du projet qui sont éloignées sont planifiées de façon sommaire. Et les phases les plus imminentes sont planifiées de façon détaillée. Ce n'est que ça. Tu vois? C'est-à-dire que tu as ton projet avec des phases. Toutes les phases qui sont éloignées, tu les planifies de façon comment? Sommaire. Et toutes les phases qui sont imminentes, tu les planifies de façon comment? Détaillé. Détaillée. Donc, c'est pourquoi on parle de planification par vague, rolling wave planning. Donc, c'est un peu comme les vagues. Tu vois un peu comme les vagues quand tu es à la mer. Il y a des vagues, elles sont très lointaines et elles vont venir progressivement. Hein. C'est un peu ça la logique. Donc, mettez ça dans votre Quizlet. Planification par vague. Qu'est-ce que la planification par vague? Okay. Alors, quand on planifie, quand on fait la planification, quel est l'exercice qu'on va très souvent faire en matière de planification? Dites-moi. Quand je planifie, quel est l'exercice que je vais souvent être appelé à faire? Estimer. Oui, je vais estimer, je vais beaucoup estimer. C'est ça, parce que, tu sais, quand tu te projettes dans le futur, tu n'as pas de données. Donc, il te faut faire quoi? Il te faut estimer les choses. Voilà. Et c'est donc pourquoi vous allez voir que dans les processus de planification, il y a beaucoup de estimer les ressources nécessaires aux activités, estimer la durée des activités, estimer le coût des activités. Vous comprenez un peu? Et donc, le PMI va vous tester sur votre capacité à maîtriser les techniques d'estimation. Le mot est lâché, les techniques d'estimation. Vous devez être incollable sur les techniques d'estimation. C'est-à-dire que tous les processus où il y a estimer, ne passez pas un de ces processus sans maîtriser les techniques d'estimation. Estimation par analogie, estimation paramétrique, estimation ascendante, estimation à 3 points. Voyez un peu, toutes ces techniques d'estimation, vous devez être capable de les maîtriser, vous devez être capable de, voilà, d'en faire quelque chose de, voilà, de bien connu. Et donc, quand on reste toujours dans les estimations, il y a une problématique à laquelle on va être confronté quand on fait des estimations. C'est quoi la problématique quand je fais des estimations? Il y a un problème. C'est la base. Sur quoi je me base pour faire mon estimation? Sur quoi je me base?
ou encore... Tu as besoin du thème en gestion de projet, c'est ça? Non. Comment m'assurer que mon estimation soit proche de la valeur exacte? Donc, on parle de précision et d'exactitude. OK. En fait, notre gros problème quand on estime, c'est la précision. Une estimation, elle a tendance à être bonne en fonction de son degré de précision. Comprenez? Voilà. Donc, toi, aujourd'hui, quand tu décides de choisir une technique d'estimation plutôt qu'une autre, l'un de tes facteurs, l'un de tes critères de sélection, ça doit être le niveau de précision de mon estimation. Quelle est l'estimation qui me donne le plus de précision? Maintenant, faisons attention, précision ne veut pas dire exactitude. Quelqu'un peut-il me donner la nuance qu'il y a entre la précision et l'exactitude? Quelle nuance faites-vous entre la précision et l'exactitude? Mettez ça aussi dans votre Quizlet. C'est quoi la nuance entre l'exactitude et la précision? Il y a les deux définitions dans le cours. Je pense que l'exactitude, c'est, comment dire, c'est une évaluation qui permet de déterminer si mon estimation est, comment je vais dire ça, pertinente. Maintenant, la Tu sais, là, précision. tu viens de remplacer un mot difficile par un autre mot difficile. Si je te dis c'est quoi la précision, tu me dis que c'est le fait que ton estimation soit pertinente. J'ai envie de te demander, mais pertinente, ça veut dire quoi en fait? À quel moment tu penses que ton estimation est pertinente? Lorsqu'elle est plus, disons, lorsqu'elle est précise et elle se rapproche de, disons, l'estimation réelle. Est-ce que pertinente, c'est pas lorsque elle prend en compte tous les critères qu'il faut pour pouvoir faire ton estimation? Je donne un exemple. Je vais aller dans ton sens. Je donne un exemple. Je vais estimer quelle est la voiture que je vais acheter une voiture, je vais estimer comment je fais pour le choix de ma voiture. Et je me dis les critères que je vais utiliser pour le choix de ma voiture. Ce sera par exemple la consommation d'essence. Ce sera par exemple, est-ce que c'est un VUS? Parce que ça, c'est un critère qui est important pour moi. Donc, je mets 3 critères. Mais lorsque maintenant je commence à faire mon estimation, j'utilise un seul critère parmi les 3, ce n'est pas pertinent. Je devrais utiliser les 3 critères. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Mais est-ce que ça, c'est l'estimation alors? Est-ce que ça, c'est la précision? Ah, moi, je ne sais pas. Non, ce n'est pas la précision. Là, c'est les critères relevants. C'est-à-dire que Okay. je veux faire un choix et donc je veux voir quels sont les critères les plus pertinents pour faire mon choix. OK. Tu comprends un peu? Mais je ne OK. vois pas vraiment l'idée d'estimer derrière. Et, Parce que OK. ces critères relevants, tu vas faire des estimations dessus, n'est-ce pas? Par exemple, si tu dis le prix, tu vas faire des estimations de prix. Tu vois un Exact. peu? Voilà. Oui. Donc maintenant, c'est quoi l'estimation en fait? Et c'est quoi la différence avec l'exactitude? Alors, Exactitude. oui. Bon, on va aller vite. La précision, c'est quoi? C'est lorsque plusieurs mesures répétées se rapprochent. C'est ça qu'on appelle la précision. Ça ne veut pas dire que c'est la valeur juste. C'est pourquoi je dis, Patrice, précis ne veut pas dire que tu as la valeur juste. Non. Je suis en train de voir si je peux afficher mon tableau blanc ici pour faire un schéma. Parce qu'avec le schéma, ça va plus... Comment faire encore pour mettre un tableau blanc ici? Oh là là. Vous avez déjà utilisé le tableau blanc sur Teams? Oui, mais c'était déjà dans la conversation, pas pendant la vidéo comme ça. Il fallait aller ajouter ça dans le menu de Teams. OK. Tu as ton onglet. C'est bon.
Tu as C'est pas trouvé? grave. Non, non, je n'ai pas trouvé, mais je vais trouver ça une autre fois. Mais, alors, je ne sais pas, je vais vous faire quelque chose. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Alors, donc ça, c'est le jeu des fléchettes et vous avez 2 tireurs. Bon, je n'avais pas des stylos différents. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'il y a un tireur là, d'accord? C'est les petites croix là. Et l'autre tireur qui est là, avec les grandes croix. Si je vous posais la question, lequel des deux est le plus précis? Vous direz que c'est lequel? Avec les grandes croix. Voilà, justement, c'est l'inverse. Celui qui a tiré avec les grandes croix, il n'est pas précis, mais il est exact. Tu comprends? Parce qu'il a eu la valeur juste. Il a pu atteindre la cible. Mais le plus précis, c'est celui-là. Parce que ses tirs se rapprochent. Ses tirs sont regroupés. Alors que lui, ses tirs sont éparpillés. Ça, ce n'est pas la précision. La précision, c'est ça. Vous comprenez? Donc, ici, on est précis, mais ici, on est exact. Donc, la différence entre l'exactitude et la précision, c'est quoi? C'est que l'exactitude, c'est la valeur juste, alors que la précision, c'est lorsque plusieurs mesures répétées se rapprochent. Et donc, quand on fait des estimations, notre défi, c'est d'avoir des estimations qui sont précises. C'est ça le gros défi. Alors maintenant, on sait que le niveau de précision d'une estimation va dépendre de quoi? Ça va dépendre de la disponibilité ou de la quantité d'informations qu'on a. Alors dites-moi, quand on est au début du projet, les informations sont plutôt abondantes ou peu abondantes? Peu abondantes. Elles sont peu abondantes. Donc, est-ce qu'au début du projet, on est censé avoir des estimations qui sont précises? Non. Non. Nos estimations au début du projet ne seront pas précises. Et donc, justement, lorsque les estimations sont peu précises, d'accord, on dit qu'elles sont, lisez le mot, ROM. ROM. ROM signifie quoi? Rough Order Magnitude. Rough Order Magnitude. Donc, en français, vous savez, quand quelqu'un vous demande combien ça peut coûter une machine à laver, la personne répond comment? Elle peut répondre comment? C'est vague. Il y a un mot qui vient souvent. Les gens vont dire ça va coûter environ. Ouais, environ. Donc, quand quelqu'un vous dit ça coûte environ, ça veut dire qu'il est dans une estimation ROM, Rough Order Magnitude. Rough Order Magnitude. Et ça, c'est les estimations quand on est au début du projet. Quand on est au début du projet. Et quand on quitte le début du projet, les estimations vont quitter de ROM, elles vont devenir un peu plus précises. Et donc, on va parler parfois de budget capital. On va le voir un peu plus tard. Mais sachez que le gros défi en matière d'estimation, c'est effectivement la planification. Alors, la démarche de planification, elle repose sur un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte. Comment est-ce qu'on livre le projet? Quelles sont les techniques d'estimation qu'on va utiliser, les échéanciers, le budget? Alors, nous allons donc commencer avec le premier élément de notre planification. On va commencer par le périmètre du projet. Alors, je vais vraiment insister là-dessus. Tout ce que vous allez faire comme planification dans le projet va dépendre énormément de ce que vous allez faire dans la planification du périmètre. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux tout simplement dire que si je loupe la planification
du périmètre, qu'est-ce qui va se passer? La planification de l'échéancier sera faussée. La planification des coûts sera faussée. Tout ce qui vient par la suite sera faussé. Vous comprenez un peu? Vous vous rappelez quand on faisait les problèmes à l'école primaire? Tu rates la première question, tout le reste, tu le rates. Voilà. Alors, on va s'intéresser au périmètre du projet. C'est quelque chose de très capital. Alors, périmètre du projet, on appelle ça en anglais le scope. Hein. Je pense que vous en parlez très souvent dans vos projets. C'est un anglicisme souvent qui est le plus utilisé. Au lieu que les gens parlent de périmètre, ils parlent souvent de scope. Hein. Quel est le scope du projet? Un autre mot aussi, c'est le contenu. Vous savez, dans le PMBOK 5, on parlait plus de contenu du projet. On parle du contenu du projet. Mais quand le PMBOK 6 est arrivé, on a commencé à changer un tout petit peu. On disait contenu du produit et périmètre du projet. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Quel est le contenu de mon produit et quel est le périmètre de mon projet? Alors, c'est quoi la différence? Si je vous demandais, qu'est-ce que c'est que le contenu du produit? Qu'est-ce que c'est que le périmètre du projet? Qu'est-ce que vous me répondez? Contenu du produit, périmètre du projet. Contenu du produit, c'est qu'est-ce que je dois livrer? C'est quoi les fonctionnalités que je dois livrer? Alors Excellent. que périmètre du projet, c'est qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que ça n'inclut pas? C'est un peu les limites de ce que je dois gérer dans mon projet. Ça me permet de savoir exactement qu'est-ce qui est exclu, qu'est-ce qui est inclus dans ce que je dois gérer dans mon projet. That's good. Très bien. Patrice, tu as une idée? Tu veux compléter? Ah, mon micro est coupé. Non, justement, je n'avais pas d'idée par rapport à ça. OK. C'est un peu flou pour moi. OK. C'est un bon point là. Le contenu du produit, c'est les fonctionnalités que je vais livrer. Tu as aussi bien défini le périmètre du projet. Le périmètre du projet, c'est quoi? C'est les inclusions et les exclusions. Mais pour faire simple, le périmètre du projet, c'est quoi? C'est le travail à faire. Vous voyez, c'est-à-dire que quand je veux créer des fonctionnalités, il y a un travail à faire, n'est-ce pas? Donc, c'est le scope du projet. Donc, chaque fois que quelqu'un vous parle du scope du projet, il vous demande quel est le travail à faire. Quel est le travail que nous comptons réaliser pour obtenir les fonctionnalités du produit? Vous comprenez? C'est ça. Donc, on définit le contenu du produit comme étant l'ensemble des fonctionnalités de la solution, alors que le périmètre, c'est quoi? C'est le travail qui est autorisé pour obtenir ces fonctionnalités. Et donc, du coup, en matière de gestion du périmètre du projet, quel est le défi auquel on est confronté? Quel est le gros défi? Quel est le défi auquel on est confronté? Mike? Karine, ton micro, il est fermé. OK, vas-y. C'est souvent de planifier les bonnes tâches pour réaliser les bonnes fonctionnalités, c'est-à-dire décomposer le travail, par exemple, pour qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réaliser telle fonctionnalité, tel livrable. Oui. Ouais. Moi, j'ai pas entendu la question parce que j'étais perturbée par Kéra. Ah. Donc, je me demandais si tu pouvais la répéter, c'est ce que j'ai fait. Oui, c'est quels sont les défis? Mm-hmm. Quel est le principal défi d'un chef de projet lorsqu'il s'agit de gestion du périmètre du projet, lorsqu'il s'agit de son scope? Donc, si j'ai bien compris, Patrice, le défi, c'est comment déterminer le bon périmètre, le bon scope, c'est bien ça? Oui. OK. Moi, je dirais plutôt que c'est comment respecter le scope que j'ai défini. C'est ça mon défi. Ce sont les deux défis. Oui. Ouais. Et après, quand je dis ça, il faut le prendre de debout parce que là, maintenant, ça dépend de l'approche de développement.
Puisque si je suis dans une approche de développement waterfall, ce que je dis est complètement vrai. Mais si je suis dans une approche agile, comme on avait dit, ce n'est plus vrai, puisqu'on a dit que ton objectif, c'est d'apporter de la valeur ajoutée au client. Oui. Et donc, quand lui il dit, il faut que vous êtes d'accord de ce que tu le fais, ça lui apporte de la valeur. Du coup, le périmètre n'est plus défini au départ, c'est plutôt chaque périmètre qu'on définit au fur et à mesure et qui lui apporte de la valeur ajoutée. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais ça ne change pas pour autant le fait que le périmètre est un défi. Quand on est, que ce soit en waterfall ou en agile, c'est un défi. Les deux défis que vous avez soulevés sont très pertinents. Premier défi, il faut avoir le bon scope. Exact. C'est ça. Deuxième défi, comment respecter mon scope. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Commençons par le premier défi. Comment définir le scope de mon projet? Vous savez qu'il y a un processus qu'on appelle définir le périmètre du projet. Donc, c'est ça, en fait, c'est ce dont Patrice parlait. Comment est-ce que j'arrive à définir mon scope? Donc, si je vous posais une question, quel est l'élément primordial que vous devez mettre au centre de votre processus de définir le périmètre? C'est-à-dire que si vous voulez définir le scope de votre projet, quel est l'élément qui vous sert le plus? Les exigences des parties prenantes. Voilà, c'est les exigences des parties prenantes. Excellent. Pourquoi? Parce que, tu peux un peu développer pourquoi? Oui, parce que c'est dans les exigences des parties prenantes que tu vas avoir. C'est la liste de tout ce que les parties prenantes veulent. Et c'est cette liste-là maintenant qui va t'aider pour pouvoir savoir. C'est cette liste qui après est priorisée aussi. Donc, avec les parties prenantes, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui n'est pas important pour eux. C'est sur cette liste que tu te bases pour savoir qu'est-ce qu'on va inclure ou pas dans ton projet. Je ne sais pas si tu as bien dit. Oui, oui, tu as bien dit. Tu as bien dit. Tu as bien dit. Maintenant, je vais compléter en disant ceci. Pourquoi est-ce que les exigences des parties prenantes sont au cœur du processus définir le périmètre? C'est tout simplement pourquoi? Parce que la finalité d'un projet, c'est quoi? C'est de satisfaire les parties prenantes. C'est de créer de la valeur pour les parties prenantes. Donc, si je veux créer de la valeur pour les parties prenantes, il faut que je puisse savoir quelles sont leurs exigences et maintenant créer les livrables qui vont répondre à ces exigences. Comprenez un peu? Et c'est donc pourquoi, regardez, avant de définir le périmètre, qu'est-ce qu'on fait? On recueille les exigences. Donc, le processus de recueillir les exigences ne se fera jamais après le processus de définir le périmètre. Il se fera toujours avant. Vous comprenez? Voilà. Si je veux définir mon périmètre, il faut d'abord que je recueille les exigences. Maintenant, dites-moi, c'est quoi une exigence? Qu'est-ce qu'on appelle une exigence? C'est quoi une exigence? C'est une caractéristique qui peut être propre à un livrable ou à... Non, c'est ça, c'est ça. Peut-être pour terminer ta phrase, c'est une caractéristique propre à un livrable et qui permet d'accepter ou de rejeter le livrable. Okay. Comprenez? Parce que quand on vous fabrique un livrable, vous avez des exigences par rapport à ce livrable. Si les exigences sont respectées, vous l'acceptez. Si les exigences ne sont pas vérifiées, vous le rejetez. Comprenez? C'est un peu comme des espèces de critères d'acceptation. Voilà. Maintenant, vous voyez bien la nuance qu'il y a entre l'exigence et le besoin, n'est-ce pas? Même si des fois le besoin et l'exigence sont parfois assimilés. Mais si vous regardez bien en anglais, on dit need et requirements. Le need, c'est le besoin. Le requirement, c'est l'exigence. Donc, ici, nous allons collecter les exigences. Alors, question pour vous. Vous êtes un chef de projet pour
la création d'un nouveau complexe hospitalier dans une ville. On vous a nommé comme chef de projet et vous voulez savoir quelles sont les exigences des parties prenantes de cette ville par rapport à cet hôpital. Ma question pour vous, c'est comment vous pouvez recueillir les exigences des parties prenantes de votre projet. Donc, ce que j'attends de vous, c'est de me lister quelques techniques de recueil des exigences en expliquant comment ça fonctionne. On peut organiser des groupes de discussion. Très bien. On va rassembler des groupes de personnes qui ont des profils similaires. On a identifié des profils similaires à qui on va poser un certain nombre de questions. Et de ces questions vont découler les caractéristiques ou les exigences dont on souhaite. Ça, c'est un. On peut faire des sondages. Le sondage, c'est pas, la différence, c'est que c'est plus un groupe à qui tu t'adresses, c'est vraiment individuel et tu collectes quand même tout. Et ça te permet après d'avoir aussi de l'information. Je vais te laisser continuer. Oui. Donc, les focus group, oui. les sondages, oui. ou surveys, c'est comme ça qu'ils disent en anglais. On peut faire des surveys. On peut aussi faire des entretiens, des interviews. Donc, au lieu d'envoyer un sondage, tu fais plutôt des entretiens. Oui. On peut aussi utiliser l'observation. Oui. On appelle ça le job shadowing. Donc, tu descends sur le terrain et tu essayes de voir les conditions. Hein. On peut aussi utiliser le prototype. D'accord? Oui. On peut aussi utiliser le prototype. Est-ce que le prototype, ce n'est pas le fait de faire un petit exemple de ce qu'on souhaite et de faire valider ça par des personnes? Oui, oui, c'est même pas c'est même pas un petit, c'est carrément l'exemplaire. OK, oui, un exemplaire, oui. Oui, oui. Vous savez que par exemple, pour qu'un iPhone sorte, on fait d'abord le prototype de l'iPhone et on le donne à quelques personnes qui vont l'utiliser pendant une certaine période et ils vont faire des feedbacks. Vous comprenez un peu? Alors, on a aussi des techniques de créativité collective hein, qu'on peut utiliser. Alors, quand on parle de techniques de créativité collective, brainstorm. Voilà, exactement. Le brainstorming. Quoi encore? Je sais pas que c'est dans le PMBOK. Le whitestorming, c'était writing quelque chose. Oui, il y a le brainstorming et le brainwriting. Brainwriting, ok. Oui, brainstorming, brainwriting. Bon, la différence juste, c'est que l'un est oral, l'autre est écrit. Mais c'est un peu le même principe. Okay. Mais souvent, qu'est-ce qui vient avant l'autre? C'est le brainstorming. Non, non. L'un ne vient pas forcément avant l'autre. Hein. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides, en fait, de choisir. En fait, le brainstorming, tel que nous le pratiquons parfois, nous utilisons des post-it. Tu peux donner des post-it aux gens, ils utilisent et ils écrivent. Mais ça, c'est du brainwriting. Si tu veux vraiment faire du brainstorming, là, les gens parlent au lieu d'écrire. Tu vois un peu. Vous avez vu la différence? Oui. Voilà. C'est-à-dire que parfois, tu peux inviter les gens. Tu dis, bon, nous allons réfléchir sur, je ne sais pas moi, comment gérer les déchets dans notre quartier. On a constaté qu'il y a beaucoup de problèmes en termes de gestion des ordures. Voilà, on donne la parole à chacun et il dit un peu son avis. Alors, il y a un principe qui est très important quand on fait du brainstorming. Il n'y a pas de censure. Voilà, on ne doit pas censurer. Toutes les idées sont bonnes. Toutes les idées sont bonnes. Maintenant, après, on va sélectionner parmi les idées qui ont été fournies, quelles sont les meilleures. Vous comprenez un peu? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le brainstorming. Maintenant, le brainwriting, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, vous donnez des bouts de papier aux gens, ils écrivent et après, voilà, on échange là-dessus. Alors, il n'y a pas que
le brainstorming, dans les techniques de créativité collective, il n'y a pas que le brainstorming. Alors, je vais vous donner une référence. Vous allez lire, vous allez voir les autres techniques de... Je ne sais pas si vous avez entendu parler du JAD, Joint Application Development. Joint Application Development. Non. Okay. C'est une façon de collecter aussi les exigences. Je vais vous donner une référence. Vous allez pouvoir regarder ça tranquillement. Alors, quand on collecte les exigences, là maintenant, on a, disons que vous avez choisi de faire un questionnaire. Donc, vous avez collecté les exigences. Alors, vous allez toutes ces exigences-là, vous allez les condenser quelque part. Comment on appelle l'endroit où vous condensez toutes les exigences que vous avez collectées? Le registre des exigences. Non, mais la documentation des exigences. Ce n'est pas le registre, c'est la documentation des exigences. Okay. D'accord? Maintenant, cette documentation des exigences, elle est souvent accompagnée d'un autre document qu'on appelle la matrice de traçabilité des exigences. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que la matrice de traçabilité des exigences? C'est quoi la matrice de traçabilité des exigences? Est-ce que c'est ce tableau qui te permet de dire pour chacune des exigences d'où est-ce qu'elle vient? Oui. D'où est-ce qu'elle vient? C'est-à-dire qui l'a formulée? Qui l'a formulée l'exigence? Parce que quand je dis traçabilité, je me dis traçabilité, ça veut dire on veut savoir c'est quoi le chemin, d'où est-ce que ça vient. C'est juste comme ça que je réfléchis. C'est ça. D'où est-ce qu'elle vient? Quelle est l'importance que la personne accorde aussi à son exigence? OK. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose à la matrice. C'est très bien. Hein? Ça permet déjà de dire d'où vient l'exigence. Mais en même temps aussi, ça permet de faire quoi? Ça permet... Si on l'exclut dans le périmètre? Non, non. Ça permet de linker l'exigence avec le livrable qui va satisfaire cette exigence. C'est très important. Comprenez? Oui. C'est-à-dire que quand on fait une matrice de traçabilité des exigences, ça nous permet de voir quel livrable sera rattaché à telle ou telle exigence. Alors, je vais vous montrer un exemple de matrice de traçabilité des exigences. On va voir. J'ai une question. Mm-hmm. Lorsqu'on veut faire un projet et qu'on sait ce qu'on veut comme projet, mais les livrables de ce projet, est-ce qu'on les définit avant de définir les exigences? Pour moi, on ne commence pas par les exigences avant d'aller définir c'est quoi les livrables. Si. C'est pourquoi le document, il se remplit progressivement. Hein? Et progressivement, ok, d'accord, ça répond à ma question alors. Donc, au début, on n'a que les exigences plus d'où viennent ces exigences. C'est ça. Après, on va définir les livrables et ces livrables-là, on va pouvoir les rattacher. Ok, c'est bon. C'est ça. Donc, voici un exemple de matrice de traçabilité des exigences. Donc, ici, vous voyez, il y a deux grandes informations. Il y a ici les exigences et la traçabilité. Donc, en fait, ici, si vous voyez toute cette partie, on reprend un peu ce qu'il y a dans la documentation des exigences. Si vous voyez la documentation des exigences, vous allez voir que c'est ça. C'est l'ID, c'est l'exigence, quel est le degré de priorité, quelle est la catégorie et quelle est la source. Maintenant, on va rajouter la dimension de traçabilité. Traçabilité, c'est quoi? On va mettre ici le livrable du WBS qui correspond à cette exigence. Vous voyez un peu, c'est très important. Donc, du coup, si quelqu'un me dit sécurité, je connais le livrable qui permet de répondre à la sécurité. Si quelqu'un me dit rapidité, je connais le livrable qui permet de répondre à l'exigence de la rapidité. De manière à ce que tous les livrables du projet vont permettre de matcher une ou plusieurs exigences du projet. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'intérêt de la matrice de traçabilité des exigences. Oui. Voilà. Alors, si vous voulez checker la documentation des exigences, vous allez voir,
C'est ça, la documentation des exigences. Alors, ça s'appelle Requirement Documentation. Donc, je vais repartager. En fait, on n'a jamais dit registre des exigences, c'est ça? C'est bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai gardé registre des exigences en tête? Parce que nous avons parlé du registre des parties prenantes, nous avons parlé du registre des risques. Donc, c'est ça qui t'a fait penser au... Mais sinon, c'est la documentation des exigences. Okay. Donc, vous voyez ici, c'est ça, Requirement Documentation. Donc, là, tu mets l'exigence, tu mets la partie prenante qui a formulé l'exigence, et là, tu mets la catégorie. Alors, la catégorie, c'est quoi? Il faut regrouper les exigences par homogénéité. Par exemple, tu peux avoir les exigences qui sont liées à la sécurité, à l'ergonomie, je ne sais pas moi, tu vois un peu. Maintenant, quel est le degré de priorisation? Quel est le critère d'acceptation? Et quelle est la méthode de validation? Donc, la méthode de validation, c'est comment est-ce que nous convenons que cette exigence est satisfaite ou pas. Voyez un peu. On sait que, par exemple, dans un projet agile, quelle est la méthode de validation quand on est dans un projet agile? Si vous étiez dans un projet agile et que vous devez remplir ce document, qu'est-ce que vous mettrez ici dans méthode de validation? La méthode de validation. Oui, oui. Quand on est dans un projet agile, par exemple, si vous êtes dans Scrum, si vous êtes en train de faire du Scrum. Je ne sais pas. Pourtant, vous savez, hein. Peut-être que c'est ma question qui est mal posée. Voilà. Est-ce que tu veux savoir c'est dans quel événement est-ce qu'on valide ou est-ce que tu veux savoir comment est-ce que la méthode de validation? Oui, l'événement peut être la méthode. Oui. Oui. On va dire, on va faire quoi? On va faire une revue de sprint. Une revue, voilà. On fait une revue. Donc, tu mettras ici que méthode de validation, revue. On va faire une revue ou bien on va faire une démonstration. OK. Comme ça, la personne qui voit ça sait que pour telle exigence, on va devoir la valider lors d'une revue. Et donc, il va s'attendre à ce que la revue soit faite. OK. Donc, voilà. Maintenant, quand vous avez la documentation, quand vous avez donc votre documentation des exigences et votre matrice de traçabilité des exigences, là, maintenant, vous allez définir le périmètre du projet. Alors, maintenant, le périmètre du projet va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle quoi? Qui peut me dire? Quand on définit le périmètre, oui? C'est la référence de base, non? Non. Justement, la référence de base va venir plus tard. Ici, on va avoir ce qu'on appelle l'énoncé du périmètre du projet. OK. Donc, ça s'appelle Project Scope Statement. Donc, je vous l'ouvre. Alors, c'est un exemple ici que j'avais fait avec quelques étudiants. Vous allez voir qu'est-ce qu'on retrouve dedans. Alors, voici en fait ce qu'on appelle un Project Scope Statement. Donc, en français, c'est l'énoncé du périmètre du projet. L'énoncé du périmètre du projet. Donc, vous avez toujours ici en haut le titre du projet, la date du projet. Alors, ici, vous avez la description du périmètre du projet. Ensuite, vous avez les livrables du projet. Ensuite, vous avez les critères d'acceptation, vous avez les contraintes, vous avez les hypothèses. Voyez? Alors, comment je peux vous définir l'énoncé du périmètre du projet? Je pourrais vous dire que l'énoncé du périmètre du projet est défini comme étant une description détaillée du projet. C'est l'inverse de quel document qui peut me dire? C'est l'opposé de quel document? Si on définit l'énoncé du périmètre comme étant un document qui détaille la charte. Voilà, exactement. Parce que la charte, c'est une description sommaire du projet. Alors que l'énoncé du périmètre du projet, c'est une description détaillée du projet. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand j'ai l'énoncé du périmètre du projet, le problème avec l'énoncé du périmètre du projet, c'est quoi?
c'est que c'est large. C'est beaucoup trop large. Vous comprenez un peu? Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir décomposer le périmètre du projet en petits morceaux qui sont beaucoup plus faciles à gérer. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Et c'est là maintenant qu'intervient quoi? Ou quel processus? Créer la SDP, la structure de découpage du projet. Alors, je pense que vous êtes familier avec la SDP. Je vais vous montrer un exemple de SDP. Je vous montre un exemple de SDP. OK. Alors, voici un exemple de SDP. Voyez? Alors, la plupart du temps, nous présentons la SDP comme un diagramme hiérarchique. Vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi on parle de WBS, Work Breakdown Structure. Vous avez aussi les OBS, vous avez les RBS. Donc, une façon de présenter la SDP, c'est d'utiliser un diagramme hiérarchique. Donc, dans ce diagramme hiérarchique, vous avez le niveau 0 qui est le livrable principal. Et ensuite, maintenant, vous avez le deuxième niveau qui peut être, ça dépend de l'approche que vous allez utiliser. Ici, par exemple, ça peut être le cycle de vie de gestion du projet. Ça peut être les principaux livrables que vous avez identifiés ou même ça peut être un mix de cycle de vie de gestion du projet avec le cycle de vie du projet. C'est vraiment à vous de voir. Ensuite, le troisième niveau et le dernier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Quand vous décomposez, donc vous avez déjà deviné l'outil qu'on utilise pour créer la SDP. Quel est l'outil qu'on utilise pour créer la SDP? C'est la décomposition, voilà, parce que j'ai dit on décompose. Donc, quand on décompose, on a un gros problème généralement quand on veut décomposer. Le gros problème, c'est il ne faut pas trop décomposer, il ne faut pas peu décomposer. C'est ça le challenge avec la SDP. Donc, pour éviter de trop décomposer ou de peu décomposer, on va utiliser un critère. Le critère, c'est quoi? C'est que on va fixer un volume horaire tel que si on l'atteint, on ne décompose plus. Mais tant qu'on ne l'a pas atteint, on continue de décomposer. Vous comprenez? Ce volume horaire, qui peut me dire de combien il est? J'ai vu ça dans le cours. Hein. Oui. 20 ou 30 heures pour les petits projets, 40 pour les moyens, 80. C'est ça. Ouais, j'ai vu un truc comme ça dans le cours. Exactement, c'est super. Ça, il faut bien retenir ça. Donc, partons sur les projets de grande taille. Donc, on va dire c'est 80 heures. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regarde, si vous regardez mon lot de tâches, si vous regardez ma SVP, si je vous dis, dites-moi, le volume horaire de ce numéro 1, il est inférieur ou bien il est supérieur à 80? Mais ce n'est pas écrit? Oui, justement. On doit d'abord. Comment? On doit estimer ça d'abord, non? Non, non. Ici, tu peux savoir s'il est supérieur ou inférieur. Tu n'as pas besoin de faire une estimation. Pourquoi tu le sais? Patrice, tu voulais dire quelque chose? Parce qu'il fait décomposer en deux autres sous-tâches. Voilà, c'est ça. Puisqu'il a été décomposé en deux autres éléments, ça veut dire que ça, là, c'est un volume qui dépasse 80 heures. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Okay. Maintenant, si je vous dis, ce truc-là, il vaut combien? Là, vous allez me dire, il vaut environ combien? 80. 80 parce qu'il n'a plus fait l'objet de décomposition. On est d'accord? Okay. Alors, maintenant, dites-moi, comment on appelle les derniers niveaux de la SVP, c'est-à-dire les niveaux qu'on ne décompose plus. Par exemple, si vous voyez là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce sont les niveaux qu'on n'a pas décomposés. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que le 1, je l'ai décomposé en 2. Le 2, je l'ai décomposé en 2. Le 3, je l'ai décomposé en 2. Le 4 n'a pas été décomposé, donc c'est le dernier niveau. Le 5 n'a pas été décomposé, donc c'est le dernier niveau. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comment on appelle les 8 là qui n'ont pas fait l'objet de décomposition? Pas les lots de travail.
C'est ça. On les appelle les lots de tâches, les lots de travail. C'est excellent. Donc, c'est pourquoi on dit que le niveau le plus bas de la SDP, on l'appelle comment? Le niveau le plus bas. Ce sont les lots de tâches. Vous comprenez? Et retenez bien ces lots de tâches. C'est eux qu'on va utiliser plus tard pour avoir quoi? Les livrables. Non, les tâches. Oui, pour avoir Parce que pour avoir les tâches de ton projet, qu'est-ce que tu fais? Tu récupères les lots de tâches qui sont dans ta SDP et tu les décomposes. Donc, il y a une logique. Hein? Il y a une logique. Alors, une SDP doit obéir à une règle. La règle de 100%. C'est quoi la règle de 100%? La règle de 100% stipule que tous les livrables du projet doivent être visibles dans la SDP. C'est-à-dire que s'il y a un livrable de votre projet qui n'est pas dans la SDP, c'est-à-dire que ce livrable-là, il est exclu du projet. Vous comprenez pourquoi on parlait de inclusion et exclusion. Voilà. Inclusion, exclusion. Alors, généralement, une SDP est accompagnée par ce qu'on appelle le dictionnaire de la SDP. Alors, je vous montre le dictionnaire de la SDP. Voici un exemple de dictionnaire de la SDP. Tous ces templates-là, vous les avez, hein, donc n'hésitez pas souvent à aller les regarder. Donc, un dictionnaire de la SDP ressemble à ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un lot de tâches dans notre SDP. Par exemple, si je prends cette SDP, on avait quoi? On avait le lot de tâches brainstorming. Donc, je viens ici, je mets le nom du lot de tâches, c'est brainstorming. Brainstorming. Ça veut dire que si vous avez 15 lots de tâches, vous allez avoir 15 feuilles comme ça. Alors, quel est le code du compte? Alors, qu'est-ce qu'on appelle un compte quand on est dans une SDP? Qui peut me dire, c'est quoi un compte? Bon, on parle de compte de contrôle. C'est l'ID de le nœud qui est en haut, parce que tout à l'heure, on avait vu un exemple de SDP qui était décomposé par rapport au cycle de gestion du projet. Donc, si tu peux retourner à l'autre exemple. Oui, Compte je serait te remonte. Attends, ça s'affiche. Donc, dites-moi, quels sont les comptes de contrôle ici? Pour moi, les comptes de contrôle, ça va être 1, évaluation des besoins, 2, planification et modélisation, 3, conception. C'est ça? OK. Oui, oui, c'est ça. En fait, les comptes de contrôle, ce sont les niveaux de rattachement des lots de tâches. Oui. Donc, vous voyez que ces deux lots de tâches sont rattachés à ce lot, à ce compte de contrôle, et ainsi de suite. Donc, du coup, si tu reviens dans notre document, donc ici, le brainstorming qui est 1.1, il est rattaché au compte de contrôle évaluation des besoins. Donc, je vais revenir dans le document. C'est pas celui-là. Donc, tu vois ici, donc tu vas le rattacher au compte de contrôle évaluation des besoins. Donc, je mets ici évaluation des besoins. Alors, je dois décrire le travail de ce lot de tâches. Tu comprends un peu? Donc, je dois dire, mais c'est quoi le brainstorming? Donc, tu décris en quoi ça va consister. Quelles sont les hypothèses et les contraintes de ton lot de tâches? Par exemple, une contrainte, ça peut être que le brainstorming doit être fait au plus tard dans 2 semaines. Donc, tu peux donner une contrainte de date par rapport à ça. Alors, quels sont les jalons qu'il y a dans ton lot de tâches et quelles sont les dates d'échéance de chaque jalon? Alors, vous vous rappelez déjà, je peux mettre ici 2 jalons. Je peux dire début du brainstorming, fin du brainstorming. Hein? Je mets ici début du brainstorming. Début du brainstorming.
et fin du brainstorming. Ce sont mes 2 jalons. Alors, et je vais mettre des dates ici. Je vais dire le début du brainstorming, c'est au plus tard telle date. La fin du brainstorming, c'est au plus tard telle date. Alors maintenant, regardez ce qui est important. Et comme je vous disais, c'est des allers-retours que vous allez faire. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez décomposer les tâches qu'il doit avoir dans votre lot de tâches. Parce que par principe, un lot de tâches, c'est plusieurs tâches. Vous comprenez? Donc, maintenant, il est temps de décomposer. C'est ça ici qu'on appelle les activités. Donc, je vais mettre ici peut-être une activité, lancer les invitations. Lancer les invitations. Ensuite, préparer la logistique. Ouais. Ensuite, réaliser la session de brainstorming et ici rédiger la documentation des exigences. Tu vois un peu, voilà les activités que j'ai prévues pour ce lot de tâches-là qu'on appelle le brainstorming. Maintenant, quelles sont les ressources dont j'aurais besoin? Alors, on a décomposé les ressources en travail et en matériel. Vous comprenez? J'aurais besoin, par exemple, d'un facilitateur. J'aurais besoin d'un facilitateur. Je mets ici facilitateur. Donc, je vais mettre ici dans la session. Je mets ici facilitateur. Alors, le facilitateur, c'est quoi? C'est une ressource travail. J'aurais besoin de combien d'heures de facilitation? J'aurais besoin de 4 heures de facilitation. Quel est le taux horaire? Alors, le gars, je vais le payer, par exemple, je ne sais pas moi, 89 $ l'heure. Donc, je fais 4 $ multiplié par 89 $, ça fait le total. D'accord? Par exemple, pour lancer les invitations, j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin d'un prestataire, par exemple. J'ai besoin d'un prestataire. Alors, le prestataire, il va me faire les cartons d'invitation, il va les envoyer, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Alors, quelles sont les exigences de qualité? Quels sont les critères d'acceptation? Est-ce qu'il y a des informations techniques qui doivent être rappelées au moment de l'exécution de la tâche? Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est ça qu'on appelle un dictionnaire de la SDP. Chaque fois qu'on fait une SDP, il faut accompagner la SDP par le dictionnaire de la SDP. Vous comprenez? Alors maintenant, regardez. Quand on prend, regardez, si je fais ça, et là maintenant, il faut être vigilant. Si je reviens à ce document, je fais ici nouvelle diapo. Si je vous fais ça, si je vous fais énoncer du périmètre, je fais énoncer du périmètre que nous avons vu, hein, énoncer du périmètre, qui est la donnée de sortie de quel processus? Collecter les exigences. Non, définir le périmètre. Définir le périmètre. Définir le périmètre. Donc, si je fais énoncer du périmètre, plus SDP, plus dictionnaire de la SDP, dites-moi, quel nom on donne à ce combo? Alors, je vais vous reposer la question autrement. Quelle est la donnée de sortie du processus créer la SDP? C'est la SDP? Non. C'est le Non. dictionnaire. C'est la référence de base du périmètre okay. du projet. C'est la référence de base du périmètre du projet. OK. Parce que c'est le piège. Si tu entends créer la SDP, tu vas te dire, oh, donc la donnée de sortie, c'est la SDP. Non. La donnée de sortie du processus, créer la SDP, c'est la référence de base du périmètre. Et la référence de base du périmètre, c'est quoi? C'est 3 éléments. L'énoncé du périmètre du projet, qui est une description détaillée du projet. La SDP, qui est une décomposition hiérarchique du projet en petits lots qu'on appelle les lots de tâches, plus le dictionnaire de la SDP. Ce sont les 3 là qu'on appelle la référence de base du périmètre du projet. Please, ça c'est quelque chose à ne pas oublier. Hein? S'il vous plaît. Si on vous dit référence de base du périmètre, pensez immédiatement à ça. L'énoncé du périmètre du projet, la SDP
et le dictionnaire de la SDP. Vous voyez? Alors, nous avons parlé de recueillir les exigences, définir le périmètre et créer la SDP. Alors, pour faire tout ça, nous avons respecté des règles. Nous avons respecté une approche de travail. Mais où est-ce qu'on a défini ces approches de travail? On les a définies en premier. C'est-à-dire qu'avant de définir le périmètre, avant de créer le WBS, avant de recueillir les exigences, qu'est-ce que je dois faire? Je dois définir les principes. C'est ce qu'on appelle planifier la gestion du périmètre. Et c'est pourquoi vous allez voir que tout commence toujours par planifier la gestion de. Planifier la gestion de. Pourquoi? Parce que ça permet de définir les règles qu'on va utiliser. Par exemple, quand je crée ma SDP, j'utilise une méthodologie. Quand je fais l'énoncé, quand je définis le périmètre de mon projet, j'utilise une méthodologie. Mais qu'est-ce qui me permet d'utiliser cette méthodologie? C'est parce qu'en amont, dans le premier processus, planifier la gestion du périmètre, on a réfléchi déjà au cadre. Donc, il faut set up le framework, il faut définir le cadre que vous allez utiliser pour faire un certain nombre de choses. Et c'est donc pourquoi vous avez planifié la gestion du périmètre. Et quand on planifie la gestion du périmètre, qu'est-ce qu'on a comme données de sortie? On a comme données de sortie le plan de gestion du périmètre qui définit l'ensemble des règles et des lignes directives que vous allez utiliser pour gérer le périmètre tout au long du projet. Et c'est ça que vous devez respecter par la suite. Donc, voilà les 4 processus de planification. Donc, si vous les revoyez, si je partage l'écran là, je partage l'écran. Donc, c'est ça ici, vous voyez, planifier la gestion du périmètre du projet, recueillir les exigences, définir le périmètre et créer le WBS. C'est de ça qu'on a parlé. Ce sont ces 4 processus-là. Donc, il faut les maîtriser du bout des doigts. Il faut les maîtriser du bout des doigts. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. OK. Alors, logiquement, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu long. Hein? Vous voyez, 266 slides. Aïe. 266 slides. Alors, normalement, il y a l'échéancier après. Donc, on a fini ici. On va parler de l'échéancier. Alors, l'échéancier, il y a quelques petits calculs que je voudrais... on va voir ça. Je ne sais pas comment on va travailler cette semaine. Je ne sais pas si vendredi, je ne sais pas si samedi, on se prend encore le temps de travailler ici ou bien vous aurez eu le temps de tout lire et puis on va traiter les exercices en même temps. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Dites-moi. Est-ce qu'il y a un quiz prévu samedi? Oui, normalement, il y a un quiz, mais on peut ne pas, on peut, ça dépend, c'est à nous de voir, c'est à nous de voir. J'ai vu que cette présentation, c'était seulement 1 sur 2, donc il avait dit qu'il y a une deuxième présentation sur la Oui, il y a une deuxième, parce qu'il y a 24 processus. Oui. C'est à vous de me dire, parce que là, on a touché uniquement au scope, hein, parce qu'après, vous avez le cost, vous avez le schedule qu'il faut aussi toucher. Bon, dans le schedule, il y a une logique. Maintenant, après, il y a quelques petits calculs, surtout le chemin critique. Mais si vous voulez, peut-être en faisant les questions, je pourrais donc rebondir sur certaines choses. C'est à vous de voir. Moi, ce que je vous propose, c'est de lire tout ça. Et puis, vous faites le quiz de la semaine et samedi. En faisant le quiz, on peut rebondir sur certaines choses pour ne pas perdre du temps. C'est à vous de voir. OK. Je ne sais pas si vous avez lu quelque chose. Comment? Le cours de la semaine prochaine, ça sera le module 6 ou bien le module 5.1? 5.2. Ce sera la deuxième partie de ça. Ah, donc, ce sera le module 6. 6, OK. Mais qui est considéré comme la deuxième partie de la planification. OK. Moi, je veux juste m'assurer qu'avant qu'on ne passe à la deuxième partie de la planification, qu'au moins vous avez maîtrisé tout ce qui est à maîtriser pour cette première partie. Parce que là, on vient de voir 4 process seulement. Hein. Maintenant, après, tu en as... Si tu prends l'échéancier, tu as quoi? Tu as planifié la gestion de l'échéancier, définir les activités, organiser les activités en séquence, estimer la durée des activités et
élaborer l'échéancier. Donc, tu as 5 processus. Si tu prends les coûts, tu as planifié la gestion des coûts, tu as estimé les coûts des activités et déterminé le budget. Voilà les 3 processus de la planification. Si tu prends les approvisionnements, tu as planifié les approvisionnements, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on travaille uniquement les processus de planification. Je pense que là où pourrait peut-être avoir des challenges, c'est juste le chemin critique parce qu'il y a une façon de calculer le chemin critique, mais j'ai tout mis dans la présentation. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Je peux vous mettre de quiz. Vous le faites et au moment donc de traiter le quiz, s'il faut revenir sur certains calculs, je vous montre ces calculs-là. Comme ça, on gagne du temps. C'est à vous de voir. Mais si vous voulez qu'on revienne encore une séance pour développer le contenu des slides, c'est à vous de voir. Moi, je suis tout à fait... c'est selon ce que vous trouvez plus adapté à vos besoins. Bon, moi, pour moi, je sais que quand je fais souvent les quiz, je vais regarder si il me manque des informations. Donc, ça peut aussi aider dans la lecture et tout. Donc, peut-être on peut faire l'examen samedi et puis on revoit ensemble. OK. Ça marche. Donc, je vais vous mettre de quiz, vous le traitez, et puis samedi, au moment de corriger le quiz, on revient sur un certain nombre de choses. Le chemin critique, là, moi, souvent, je fais ça de façon, disons, automatique avec le logiciel. Oui. Les calculs, là, franchement, je sais pas, Et c'est... à l'examen, tu n'auras pas ton MS Project ou bien je ne sais pas moi quoi. Donc, mais c'est facile, hein, je vais vous montrer ça. Don't worry. OK. Mais lisez déjà bien. J'ai essayé de l'expliquer de façon très détaillée pour que n'importe qui puisse comprendre. Maintenant, après, on fera des exercices à coup sûr. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'il est 20h05, 22h05. Je vois que vous êtes fatigué. Ouais. Karine est fatiguée. Fatiguée. Bon courage pour l'examen, 4 heures sur place. Go, go. Les cours du soir, c'est pas évident, hein? Ah, c'est pas évident du tout. Fini le boulot, tu dois encore. L'examen, c'est jusqu'à dimanche soir, c'est ça? Dimanche soir, oui. Minuit. Oui, minuit. Ça va aller. Donc, il faut le faire avant qu'il ne se ferme. OK. OK, sur ce, donc je vais vous mettre le quiz d'ici demain, vous l'aurez. Et puis, voilà. Mais prenez le temps de lire vraiment de manière détaillée les présentations. Je vous dis, hein, vous allez voir. Et puis, n'oubliez pas de faire votre Quizlet et vous allez le remplir au fur et à mesure. Et vous allez voir qu'avec votre Quizlet, ça va vous permettre de bien réviser. C'est un bon outil pour réviser, hein, le Quizlet. Si vous le faites bien, vous allez voir. OK. OK. Je vous